C'est trop fuyant tout ça. Ouais, y'a rien qui tient là. Plein de... C'est trop fuyant. Trop fuyant. Ouais. Aujourd'hui, il fait complètement pourri, et de toute façon, on est en plein confinement, donc j'en profite pour faire une petite vidéo que je tenais à faire depuis longtemps. On va la faire au coin du feu. Ah, il fait sécher ses chaussettes. Je vais commencer par la question originelle. Pourquoi coter des itinéraires? En alpinisme, en escalade ou en ski, une cotation, ça sert surtout à choisir un itinéraire fonction de ton niveau. Et l'enjeu derrière, il est important parce que le but, c'est d'éviter de te mettre en difficulté au moment crucial. Parce qu'en ski ou en alpinisme, si tu as choisi un itinéraire trop compliqué pour toi, tu peux te retrouver complètement coincé au moment clé dans une situation difficile. Du mou. Donc en fait, la cotation, dans ces sports-là, c'est un facteur de sécurité. En VTT, c'est pas la même chose, parce que tu vas pas te retrouver coincé en montagne parce que tu auras pris un itinéraire trop dur. Et au pire, si t'es sur une section que tu n'arrives pas à descendre, tu la passes à pied. Donc c'est pas vraiment dans un objectif de sécurité qu'on regarde les cotations VTT. En fait, ça sert simplement à choisir un itinéraire qui convient le mieux à ta pratique, c'est juste du confort. Et puis ça sert à t'éviter l'humiliation d'avoir pris un itinéraire trop dur et de te rendre compte que tu dois faire la moitié en poussant. Bon Fred, on s'est tapé combien de descentes là en portant là? Trop. Allez à vous. Trop. Combien on a fait? Beaucoup trop. La moitié de dénivelé? Oh, ouais, une bonne moitié, ouais. Alors attention, parce que tout ce que je vais dire ensuite, faut pas le prendre au pied de la lettre. Le principal problème, c'est qu'une cotation de sport de montagne, c'est forcément subjectif. Ça dépend énormément des conditions, des variables d'environnement, la météo notamment, le froid, la présence de neige, en VTT l'humidité qui rend la roche glissante, la boue, ça dépend de plein de choses. Et surtout en VTT, contrairement à l'alpinisme, il n'y a pas de cotation qui permette de définir l'engagement total d'une course, c'est-à-dire l'isolement, l'altitude, la marge d'approche, tout ça. Alors ce qu'il faut savoir concernant le VTT, c'est qu'il n'y a pas d'échelle de cotation officielle. En alpinisme ou escalade, c'est vraiment normé, on va dire, mais en VTT, il y a des topos qui ont défini eux-mêmes leur système de cotation. Il y en a certains qui cotent avec des codes couleurs, mais néanmoins, il existe quand même une cotation qu'on va dire de référence concernant le VTT de montagne, et c'est celle-là que je vais détailler dans cette vidéo. Alors cette cotation, elle est composée de deux valeurs. 1, la difficulté technique, et 2, l'exposition. Je vais d'abord commencer par la difficulté technique. Alors voilà la liste des critères qu'on prend en compte dans la cotation technique. Le premier, c'est la largeur du chemin. Ah oui, joli. Ah merde. Ou on va dire des passages, si c'est du freeride. Bon, en même temps, si c'est du freeride, faire une cotation d'un itinéraire freeride, c'est un peu un contresens. Hein. Ensuite, il y a la raideur de la pente. Alors attention, parce que la raideur de la trace, c'est pas à confondre avec la raideur de la montagne. On peut très bien avoir une trace plate sur une montagne qui est très raide. Et quand on parle d'inclinaison de pente, il faut aussi faire attention entre l'inclinaison en pourcentage et en degrés. Souvent les gens font le mélange, alors qu'il y en a une qui est 2 fois plus importante que l'autre. Et il faut savoir que 100% d'inclinaison correspond à 45 degrés. En fait, 100%, ça veut dire que pour 1 mètre, on monte de 1 mètre. 100%. Quand on vous dit qu'on a descendu une pente de 60%, ça veut pas dire qu'on a descendu une pente de 60 degrés. Ça veut dire qu'on a descendu 60% de 45 degrés. Ce qui est beaucoup moins raide. Alors je suis habitué à pratiquer le ski et le vélo. Je vais comparer un peu ces deux sports. La grosse différence, c'est que le ski, c'est vraiment fait pour descendre de la pente. Alors que le vélo, paradoxalement, c'est très peu efficace sur de la pente raide. Enfin, peu efficace, c'est même pas le terme. On va dire que c'est très difficile de descendre une pente raide avec un vélo. Grosso modo, moi je considère que du 20 degrés, ce qui n'est pas grand chose, hein, 20 degrés en VTT, ça équivaut à du 45 degrés en ski. En ski, le 45 degrés, c'est à partir de là qu'on commence à considérer que c'est de la pente raide en appellation montagne. En VTT, c'est quasi impossible de s'arrêter si on est engagé dans une pente supérieure à 30 degrés.
À partir de ce type d'inclinaison, il faut tracer tout droit. Souvent sur les vidéos ou photos qui passent sur les réseaux, vous voyez des VTTistes qui prennent des pentes raides, voire très raides, presque de 90 degrés. Mais dans l'immense majorité des cas, ces pentes-là, elles sont courtes, et puis derrière, il y a un replat. Ce qui permet aux VTTistes ensuite de s'arrêter. En montagne, c'est pas le cas. En règle générale, quand vous êtes engagé dans une pente raide, vous êtes obligé de vous arrêter dans la pente, parce qu'il va y avoir une falaise plus bas, ou parce que de toute façon, vous n'avez pas le dégagement nécessaire pour décélérer après avoir pris de la vitesse. Donc dans ce cas-là, s'arrêter, ça devient tout un art. En fait, c'est un art de chute contrôlée, c'est-à-dire que s'arrêter en pente raide, il faut réussir à coucher le vélo, mettre le pied à terre, en dynamique, et à se freiner comme ça. Alors pour revenir sur tous les critères à prendre en compte dans la difficulté, il y a les obstacles. C'est pas super haut là, il y a... Alors les obstacles, il y a les marches, les rochers, les racines. Enfin voilà, hein, quand on fait du vélo, on visualise très bien tout ce qu'on peut trouver en travers du chemin. Les virages, c'est un autre critère important à prendre en compte. Oh là! Parce que le VTT, c'est un sport de pilotage, et du coup, une bonne partie des difficultés se retrouve concentrée dans les virages et les épingles. Et enfin, le dernier critère, c'est ce que j'appelle moi le pilotage, justement. On a fait ta simulation là? C'est le fait que le terrain ou non pardonne l'erreur. Alors là, du coup, je vais t'expliquer pour chaque niveau de difficulté à quoi correspondent ces critères. Rentrons dans le vif du sujet. Premier niveau de difficulté, j'avais parlé des niveaux T et E, hein, T pour technique, E pour exposition, donc là on va parler du premier niveau technique, le premier niveau T, niveau T1. Premier critère, la largeur. Alors la largeur, c'est large, hein, c'est grosso modo 1 mètre ou plus. La pente très faible, dans les 7 degrés, ce qui équivaut à 15%. Les obstacles, inexistants, c'est lisse. Les virages ne posent aucune problématique, ils sont larges. Et dernier critère, pilotage. Bon là, il n'y a pas grand chose à dire, c'est des itinéraires sur lesquels on peut mettre n'importe quel débutant. En clair, du T1, c'est une piste roulable en voiture. C'est trop beau, hein? Alors le T2, on passe sur un sentier, on n'est plus sur une piste, mais globalement on est sur un sentier sans surprise. Critère de largeur, on est quand même bien, on est dans du 50 cm on va dire. La pente, ça peut aller jusqu'à 15 degrés, soit à peu près 30%. Obstacles, il y a de la petite pierraille, racines un peu émergentes, des ornières, des petits obstacles de VTT quoi. Les virages sont faciles à prendre, il faut quand même néanmoins maîtriser sa vitesse. Et en termes de pilotage, on considère que les erreurs sont facilement rattrapables. Oh là, qu'est-ce que tu nous fais? Alors le T3. Le T3 c'est un sentier qui devient étroit, avec des portions un peu techniques. On peut considérer que c'est le niveau moyen d'un pratiquant régulier. Alors la largeur c'est entre 20 et 50 cm. Il faut commencer à faire ce qu'on appelle du placement de pédale, c'est-à-dire à commencer à gérer l'orientation des pédales en fonction des obstacles à franchir. La pente, ça va jusqu'à 40%, soit pratiquement 20 degrés. Il faut commencer à baisser la selle et à se positionner vraiment derrière la selle. Alors les obstacles, ça peut être un pierrier moyen, un terrain raviné, des marches jusqu'à 30 cm, des racines bien hors sol. Ah, c'est trop bon ça. Et concernant les virages, on peut trouver des épingles étroites, voire un peu déversantes, où il faut vraiment maîtriser son vélo. Bon, il n'y a pas besoin de faire de mouvements particuliers de noster, de quoi que ce soit. Et pilotage, on peut considérer que la plupart des erreurs sont rattrapables sans chute, mais c'est pas forcément le cas pour toutes. Oh putain! Ça glisse la vache. Mais t'arrives 1000 fois trop vite dans les épingles là! Là j'ai pas vu tes épingles. Et tu regardes où quand tu pilotes? Alors T4, ça commence à se corser. Là c'est du technique clairement plus ardu. Bon, la largeur. Là on passe clairement sur des sentiers qui sont plus étroits, on peut même parler de traces à ce stade-là. On considère que la largeur peut être inférieure à 20 cm. 20 cm c'est pas grand-chose hein, quand on est sur un vélo.
Il faut commencer à placer ses pédales de façon très précise. Il faut être rapide sur ses placements de pédales. Des fois, ça peut se faire en contre-équilibre. Oh putain, pédale! Alors la pente peut aller jusqu'à 60%, donc là on approche les 30 degrés dont j'ai parlé tout à l'heure, donc les 30 degrés qui sont la valeur limite de descente en VTT, enfin limite pour pouvoir s'arrêter. Question obstacle. Là on parle de gros pierriers, mais qu'on peut quand même passer en force, c'est-à-dire avec de la vitesse et puis en misant sur les suspats. Hein. C'est des sentiers aussi très ravinés. Il peut y avoir des marches jusqu'à 50 cm. 50 cm, ça commence aussi à faire. C'est-à-dire que là, on ne peut plus laisser son vélo plonger. Et on peut trouver des racines très grosses, hors sol et vicieuses. En termes de virage, les épingles, là, elles nécessitent un pilotage très précis et des passages pratiquement à l'arrêt. Certaines épingles peuvent se passer en no-stern. Mais c'est pas une obligation, c'est-à-dire qu'en maîtrisant parfaitement son vélo à l'arrêt, on peut arriver à les passer. Et en termes de pilotage, sur du T4, on peut considérer que si tu fais une erreur, bah, t'es pratiquement obligé de tomber. Ah. Alors on augmente encore le niveau, T5. Alors T5, il n'y a plus beaucoup de VTTistes qui sont capables de franchir des sections de cette difficulté. On approche clairement du trial, le positionnement sur le vélo devient critique, et souvent une section T5, il faut la repérer à pied avant de se lancer dedans. Enfin quand je dis souvent, pratiquement à tous les coups. Ouais, je pense que tu le passes, franchement. Moi je pense que je plante à la pierre blanche. Vas-y, mets-toi sur la pierre blanche là. Question largeur, on parle plus de largeur de sentier, là c'est du placement, il faut savoir placer ses roues au centimètre. La pente, on considère qu'on est sur des pentes pouvant aller jusqu'à 40 degrés. Alors les obstacles, là ça peut être des gros pierriers qui passent qu'en franchissement. Il y a bon, il y a bon. Oh merde. Des marges de plus de 50 cm. Des racines vraiment inextricables. Allez, allez, ça passe. Oh, la racine peut-être pas quand même. Ah bah si ça passe. Et il peut y avoir des sauts obligatoires. Quoi. Alors en termes de virage, là les épingles, vous pouvez les passer qu'en no-stern. Et le pilotage, c'est plus une erreur qui conduit à la chute, là, c'est une simple hésitation.
Si vous hésitez sur du T5, vous tombez. Ouh là là. Oh putain. Le dernier niveau, le T6. Alors le T6, il faut savoir que c'est même pas forcément un niveau officiel, mais comme toutes les cotations en montagne, en ski, c'est des cotations qui sont ouvertes vers le haut, puisque dans tous les sports de montagne, on constate que le niveau est repoussé encore un peu plus loin chaque année, et donc les échelles de cotation sont ouvertes. Le T6, bon ça, c'est réservé vraiment à une très très mince élite, on va dire, et puis de toute façon en termes de cotation, ça devient difficile à appréhender. Soit c'est du trial pur, soit c'est des sentiers avec des franchissements énormes et engagés qu'il faut faire en hyper dynamique. En gros, ça se rapproche du rampage. Alors largeur, donc là il faut savoir placer ses roues au centimètre, mais il faut savoir placer ses deux roues au centimètre, c'est-à-dire l'avant et l'arrière. La pente, on considère qu'on peut atteindre du 45 degrés. C'est bon? Allez. Vraiment, c'est maximum du maximum en VTT. Hein. Au-delà, c'est plus de la chute qu'il faut récupérer ensuite. Les obstacles, bon, là on parle plus d'obstacles, hein, c'est du trial comme je l'ai dit, ou alors ça peut être des sauts de grande longueur ou grande profondeur, et des sauts de plusieurs mètres sur un terrain non shapé, et c'est très rare, hein, c'est très rare qu'on puisse faire ça. Les virages, ils sont passables qu'en combinant plusieurs mouvements de trial. Et pilotage, bon bah y a plus rien à dire, hein, faut pas faire d'erreur quoi. Je vais voir ce qui se passe. Oh ouais mais non là. Ah, c'est trop fuyant tout ça. C'est trop fuyant tout ça. Ouais, y a rien qui tient là. Je passe là. Ouh, ouais là. Ouais. Ouais. Ah, puis là, il y a plein de... C'est trop fuyant, ça. C'est trop fuyant. Trop fuyant. Ouais. Ils sont pas plus que ça, quoi. Parce que là, ouais, il y a 200 mètres de gaz, quoi. Allez. Oh. Ouais, allez, arrêtez les conneries. Fatska nous offre une belle conclusion de cette surenchère technique. Quand tu commences à douter de toi, eh ben t'arrêtes les conneries. Ah, c'était dur. Alors ça me fait une transition parfaite pour la cotation suivante, ce qu'on appelle le NR. C'est plus du T avec un chiffre, c'est NR. Et NR ça veut dire non roulant, simplement. Ça veut dire qu'il va descendre de vélo et porter. Donc après le NR il est un peu variable selon chaque pratiquant, hein. Pour certains pratiquants ça sera le T5 qui deviendra NR, d'autres du T6. Oula, oula là. Et après t'as des sections qui sont de toute façon non roulantes quoi qu'il en soit. Quand t'as un petit morceau de tronçon où tu dois descendre un bout de falaise, c'est non roulant. Petite falaise là quand même en dessous. On va essayer de pas jeter le vélo dedans, hein, comme d'habitude. Je tiens à préciser une chose, c'est que quand je crée des cotations de VTT, j'ajoutais un non roulant spécifique qui était non roulant ESC, pour non roulant escalade. Parce que porter son vélo sur le dos pour passer un pierrier, c'est une chose, ça tout le monde peut le faire,
Mais par contre, désescalader vraiment une portion verticale ou escalader une portion verticale avec son vélo sur le dos, là pour le coup on se retrouve dans des contraintes de montagne et d'alpinisme qui font qu'on peut se retrouver bloqué. Donc je trouvais ça très important de le spécifier dans les topos, parce que si vous n'êtes pas à l'aise en varap, et puis en plus avec le poids du vélo sur le dos, là vous pouvez vous mettre en danger. Donc je précisais ça. Mais dans les topos officiels, j'ai jamais vu une roue en escalade. Donc là je viens de parler de la cotation technique, et donc à cette cotation je t'ai précisé qu'il y a ensuite une cotation d'exposition, E, qui spécifie le risque. Est-ce que tu le fais ça? Est-ce que je le fais? Oui, ça va. Avec la falaise derrière? Ouais, ça change rien. Ah si, ça change. Alors, la technique, c'est la difficulté intrinsèque à passer, et l'exposition, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de chute. Comment tu te blesses, quoi, en gros. Alors bon, tu me diras que ça n'a pas grand sens de définir un risque, hein. On peut se tuer potentiellement sur n'importe quelle chute de VTT, mais on va dire que la cotation d'exposition, elle cote le risque objectif de l'environnement. Alors sur les autres sports de montagne, souvent la difficulté et le risque, ils vont de pair. C'est-à-dire par exemple, si tu prends le ski, plus c'est raide, plus c'est technique, et plus c'est engagé. En VTT, c'est pas forcément pareil. En VTT, on peut très bien se retrouver avec une exposition totale, par exemple un sentier en balcon au bord d'une falaise, mais très facile. Donc l'un ne conditionne pas l'autre. Alors voici les 4 niveaux d'exposition. Alors le premier, niveau 1, E1. Normalement la chute elle n'est pas censée faire mal. Voilà, il n'y a pas d'obstacle, pas de pente, rien. Bon. Toute la subtilité réside dans le normalement. Ensuite, E2. Alors E2, ça signifie que vous avez des obstacles qui peuvent aggraver les blessures en cas de chute. Typiquement, une forêt, c'est du E2. Voilà, parce que vous avez les arbres, vous pouvez heurter un arbre en tombant. Normalement, E2, vous n'êtes pas censé vous blesser gravement. Ensuite, E3, ça se corse. E3, ça signifie qu'une chute conduit pratiquement obligatoirement à se blesser et que la blessure peut être grave. Typiquement, E3, c'est quand vous êtes sur un single avec une pente raide, avec beaucoup de rochers, sur laquelle la réception en cas de chute est clairement mauvaise, quoi. Et le dernier niveau, E4. E4, c'est très simple. Si tu tombes, tu t'en sors pas. Tu meurs. Donc E4, en clair, c'est tous les sentiers qui sont vraiment en bordure de falaise. Et il y en a pas mal en fait, hein. Et souvent, des sentiers officiels, il n'y a pas besoin d'aller en haute montagne pour ça. Du E4, on peut en trouver partout. Le E4, il est quand même un peu spécial, parce que tous les autres, on peut se dire, bon, au pire, on risque de se blesser. E4, quand on est en train de faire du vélo et qu'on a la falaise à 10 cm de la roue, eh bien, on se rend compte très bien que c'est particulier. Et il faut savoir que l'exposition influe sur la difficulté. C'est-à-dire que quand vous allez être en bordure de falaise, vous n'allez pas maîtriser votre vélo de la même façon. Vous allez hésiter beaucoup plus, vous allez avoir peur, et donc vous risquez plus de tomber, paradoxalement. Donc, en fait, il faut prendre une marge de sécurité, c'est-à-dire que si vous faites un sentier qui est en E4, donc avec risque vraiment mortel, il faut que vous fassiez un sentier qui soit de difficulté 1, voire 2 crans inférieur à votre difficulté technique maximale. Il faut que vous soyez dans votre zone de confort, dit autrement. Et enfin, l'exposition, elle est aussi liée bien sûr à la vitesse. Donc on peut considérer que si tu es un VTTiste qui engage et qui a l'habitude de bien lâcher les freins, tu peux relever toutes les cotations d'exposition d'un cran. Typiquement, la forêt, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est du E2. Si tu roules vite en forêt et que tu chutes, tu vas pratiquement obligatoirement te blesser en heurtant un arbre à bonne vitesse. Et donc on passe sur du E3. Parce que du coup, chuter contre un arbre à grande vitesse, ça commence à équivaloir à chuter une petite falaise de quelques mètres. Alors l'autre grande question quand on cote un itinéraire, c'est on cote quoi? Alors quand je dis on cote quoi, c'est on cote la moyenne de l'itinéraire, ou on cote la section la plus difficile de l'itinéraire. Ça, c'est une vraie question, on va dire, existentielle, hein, quand on crée des topos de VTT. En fait, il n'y a pas de bonne solution, parce que si vous considérez que la difficulté d'un itinéraire, c'est la difficulté de la section la plus difficile, ça peut s'entendre. Mais par exemple, si vous faites du vélo de montagne, c'est pratiquement impossible de trouver un itinéraire de vélo de montagne où vous n'avez pas un ou deux endroits où vous devez descendre à pied, parce qu'il y a des gros blocs, où il y a des sections infranchissables. Putain, c'est là. Oh, c'est chaud, ces sentiers, quoi.
Donc globalement, ça voudrait dire que n'importe quelle sortie de montagne, elle est au niveau de difficulté maximale, ce qui n'est pas vrai. En revanche, comment vous faites pour coter une moyenne d'itinéraire, sachant qu'il y a un endroit où il va y avoir une section difficile, un autre endroit ça va être roulant? C'est pareil, ça semble bien compliqué. Alors moi j'avais une technique un peu perso, parce qu'il y a une époque où je créais des topos de VTT de montagne sur des forums. La solution que j'ai trouvée, c'est en fait de découper un itinéraire en tronçons et de coter chaque tronçon indépendamment. C'est-à-dire par exemple, du sommet jusqu'au col, tel niveau de difficulté, telle exposition. Ensuite le single, il est plus roulant, tel niveau de difficulté, telle exposition. Enfin voilà. Et des fois je découpais les itinéraires en 5-6 morceaux et il y avait une cotation pour chacun. Donc je suis persuadé qu'après cette vidéo, je vais avoir plein de commentaires qui vont me demander de sortir mes itinéraires en topo avec les cotations. J'adorais le faire, mais là vraiment j'ai plus le temps de faire ça. Donc maintenant, j'espère que je t'ai donné toutes les clés de compréhension des cotations de VTT. Et j'ai plus qu'à te souhaiter de bonnes sorties de VTT, et en montagne c'est mieux.